Nous sommes actuellement, comme je vous le disais, en République démocratique du Congo et je peux vous garantir qu'il y a des femmes qui osent. Il est possible de commencer de zéro et devenir une héroïne. Hello, c'est Queen Mila. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous sommes toujours en République démocratique du Congo. Et je vais vous présenter une femme de valeur, une femme aux multiples casquettes. Il était important pour moi de la rencontrer parce que quand on m'a parlé d'elle, on m'avait dit que cette femme va juste révolutionner ton mental. Voilà pourquoi je vous invite à me suivre. Nous allons rencontrer Josette. Tout de suite commencer notre interview avec Joseph. Restez connectés. Bénédicte Milolo. Bonjour Joseph. Bonjour Bénédicte Kalala. Milolo. En tout cas, c'est un plaisir pour nous que tu aies trouvé ce temps pour nous recevoir. Le plaisir est partagé. Et pour dire tant, c'est que vraiment, pour avoir accès à toi, ce n'est pas donné à tout le monde, mais pour en arriver là, il y a une histoire. Ouais. Il y a une histoire d'une femme aux multiples casquettes, comme je dis. Et en République démocratique du Congo, des femmes braves, des femmes vaillantes comme toi existent. Et il était important pour moi de pouvoir te recevoir et partager ton histoire et ton expérience. Mais qui est Josette? Josette Boulamatadi est née d'une famille de 8 enfants. Je suis l'aînée. Nous sommes 5 filles, 3 garçons. Je suis diplômée, graduée en journalisme et puis licenciée en sciences documentaires en édition du livre. Alors, là, après ça, je suis allée faire encore le travel and tourism en Afrique du Sud. Et là, j'ai ajouté encore le master en gestion des partis politiques et en ressources humaines. Nous sommes, je suis Josette Boulamatadi et journaliste. Je suis journaliste de profession. J'ai fini à l'IFASIC et 2 ans, pendant que j'étudiais, j'ai été embauchée à la RTNC2 Développement. Donc c'est la 2e chaîne nationale de la République démocratique du Congo. Donc on peut dire que dans tes débuts, c'est ça que tu voulais faire, le journalisme. Tu Depuis... as étudié pour ça. Pourquoi? Parce que tu étais une femme qui aimait parler, tu aimais les écrans. Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans ce métier? Voilà. Au début, il paraîtrait, quand j'ai grandissé, on disait que j'étais timide. Il paraîtrait. Et je crois que c'est vrai. J'étais un peu timide. Mais j'avais une habitude avec cette timidité. Et je me rappelle de fois, maman me reprochait. Mais j'avais une habitude quand je vais soit prendre ma douche, j'amenais le journal. Et je lisais à haute voix. Je faisais comme Sakombi Bakonzo. Je faisais comme Chibangu Chita.
Donc c'était des journalistes à l'époque qui étaient des journalistes vedettes, des journalistes phares, des journalistes femmes. Elles m'impressionnaient tellement quand je les regardais, je les suivais, j'ai suivi ces femmes-là avec beaucoup d'admiration. Et moi je me disais, un jour je serai aussi comme elles. Et ma mère aussi, quand elle suivait ces femmes, elle jetait des fleurs sur ces femmes-là. Donc ma mère m'encourageait en quelque sorte pour dire vraiment c'est un métier noble. Et c'est là que j'ai commencé à m'exercer, à lire à haute voix, à parler de fois devant les gens, la famille. Donc je m'exerçais déjà. Et d'ailleurs ma mère, le jour où on l'a interviewée, elle a dit non, ma fille a été journaliste dès mon ventre. Voilà. Après ça, donc, quand j'ai d'ailleurs décroché mon diplôme d'État, mon père est allé m'inscrire à l'UNIKID pour faire le droit. J'avais dit à mon père, c'est le journalisme ou rien. Parce que de l'autre côté, moi-même, j'avais effectué des démarches pour aller étudier à l'Institut des sciences techniques de l'information, ISTI. À l'époque, j'avais raté cette année-là l'inscription. Et mon père m'a dit, mais au niveau de l'UNIKIM, ton nom est sorti, va faire le droit. Tu viendras refaire faire le journalisme après. Mais on peut dire que ça t'a rattrapé. En quelque sorte. Tu as quand même réussi à faire plaisir à papa. Ouais, oui, bon. Non, mon père voulait que je fasse le droit. Moi-même, je me disais, je suis journaliste. Je ferai le journalisme ou rien. Bien que le nom soit sorti de l'autre côté, à l'UNIKIN, pour commencer l'année académique, à l'ISTI, le nom n'était pas sorti. J'ai attendu une année, j'ai chômé pendant une année, tout simplement parce que je n'ai même pas voulu aller embrasser les droits, de peur que j'aille là, évoluer là, parce que je voulais seulement faire le journalisme. Et après, l'année suivante, j'ai commencé à faire, j'ai été inscrite et j'ai commencé une année régulière à l'ISTI. Et dès la première année, j'ai commencé à faire le stage. Je suis allée voir un éditeur dans le journal, c'est un journal, comment ça s'appelle encore, La Source. Je lui ai expliqué, quand il dit, en première année déjà, je dis oui, je voudrais déjà commencer le stage et j'ai évolué comme ça. Donc on voit de ce témoignage la force de l'envie de faire ce que l'on aime. Ouais. Et c'est un exemple typique parce que c'est ça qu'elle voulait, peu importe ce que la famille pouvait dire, ouais. C'est ça qu'elle voulait. Et donc aujourd'hui, c'est une femme qui a réussi à concrétiser son rêve d'être journaliste. Mais il n'y a pas que ça. À part le journalisme, je t'ai découvert aussi dans une partie de femmes politiques. Ouais. Alors, pourquoi aussi, comment est-ce que tu as réussi à basculer de la femme journaliste à la femme politique, que tu arrives, et surtout d'ailleurs, elle arrive à concilier les deux. Donc ça, c'est très important. Explique-moi. Oui, le basculement a eu lieu pendant que je faisais l'émission Lecture pour tous, parce que j'étais culturelle. Hein. Je n'aimais pas faire la politique. Je me disais, parce qu'on avait, il faut le dire, les femmes avaient, parce qu'on commence à changer avec beaucoup de formations, les femmes avaient une autre définition de la politique. Donc la politique, quand vous êtes une femme, vous y entrez, vous devenez une femme légère, hein, donc que tout le monde va manipuler, ou soit vous n'êtes pas intelligente, ce sont les hommes qui vont... voilà. Sur ça. Ouais. Comment est-ce qu'on donne cette image? Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait cette image-là? Est-ce que les femmes elles-mêmes se sont ont détérioré cette image de femme politicienne, surtout en Afrique, parce qu'on est en Afrique, et, ou bien c'est la manière dont les hommes eux-mêmes prenaient les femmes pour qu'on puisse en arriver à les juger ainsi. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, la femme politique, la femme a réussi à se positionner dans la politique, tout à fait. Et donc à faire enlever cette image. Oui. Explique-moi. D'abord, ce sont les pesanteurs culturels. Nous sommes des Africains. Et la politique, c'est le pouvoir. En tant qu'Africains, le pouvoir est détenu par les hommes. Alors, quand la femme cherche à y entrer, ça c'est après, hein, parce qu'à l'époque, nous le savons, le pouvoir était détenu en Afrique par les femmes. À l'époque. Par les femmes. Je vous l'ai dit, vers le 14e, 13e siècle, c'était par les femmes. Et surtout, pour ceux qui nous regardent, en ce moment, ils peuvent retenir ceux qui le savent, que l'Éthiopie n'a pas été colonisée grâce à une femme, parce qu'elle était chef d'armée. Voilà. Donc, à l'époque,
nos ancêtres, nos grands-parents, avant de prendre la décision, ils devraient aller voir cette femme-là qui se retrouvait au niveau peut-être de la cuisine pour avoir le dernier mot. Mais il y avait des femmes, le royaume Lunda, on a eu des femmes. Kimpavita, c'était une femme qui avait les derniers mots. Donc nous avons eu des femmes qui influençaient la société, qui étaient comme des sentinelles en Afrique. Mais par après, quand on a vu que la colonisation est arrivée, c'est la colonisation en fait qui a essayé, ou non, pas essayé, il a fait, de pouvoir déposséder la femme. Pour que la femme aille derrière, s'occuper de la cuisine et des enfants, pour que l'homme puisse seulement à lui seul posséder le pouvoir. Ça, c'est la colonisation qui a fait ça. Avant la colonisation, la femme avait un mot. Alors aujourd'hui, comme nous avons cheminé avec cette pensée ou ces pensées de la colonisation nourries par ces pesanteurs culturels, oui, le pouvoir c'est l'homme, c'est pas la femme. Et quand la femme verse dans la politique, on fait tout pour la salir, pour que les autres femmes ne viennent pas. Parce que en la femme, il y a une force que Dieu nous a donnée dès le départ. Il y a une force de transformation. Parce que quand la femme porte déjà une grossesse, elle arrive à mettre au monde un être humain. Parce qu'elle a reçu une sorte de graine. En la femme, c'est toute une industrie. Elle est une industrie. Alors, quand les hommes ont vu tout ça, si la femme verse dans le pouvoir, on va les déposséder. Parce que l'homme, de nature, n'aime pas qu'on puisse enlever son autorité en fait. Or, la femme, quand elle vient en politique, elle cherche la complémentarité. Parce que dans la femme, en la femme, il y a cette notion de justice et d'équité. C'est par essence, c'est par nature. Et Dieu nous a créés comme ça. Rien qu'à voir la poule et le coq qui prend un morceau de pain, il mange seul. Mais la poule, quand elle prend, elle cherche d'abord à donner à ses enfants. Et c'est là que les femmes se retrouvent, quand elles viennent dans la politique, elles font ça. Alors on fait tout pour décourager cette femme-là, pour que les femmes ne soient pas en grand nombre. On donne des clichés, on présente des clichés, des préjugés, même au niveau des familles. Les papas, les parents refusent à ce que les femmes fassent la politique. On n'était pas nombreux, mais de plus en plus, il y a des femmes. Parce que la société a compris beaucoup de choses. Alors, je vais rebondir parce que nous sommes dans une année électorale. Ouais. Et déjà, quels sont tes projets par rapport à cette année? Ouais. Et quel est le message que tu aimerais donner à la femme africaine, la femme congolaise qui désire apporter une pierre à l'édifice, une pierre à ce pays, apporter son apport? Ouais. Hein, comment tu vois ça? Je me suis présentée aux élections de 2018. À la députation nationale, au mot Amba. J'avais qu'un seul message, et mon message n'a pas changé. Servir la nation autrement, c'est possible. Venir avec des nouvelles idées, avec l'éveil des consciences, la révolution mentale, pour un Congolais solution, pas un Congolais problème. Pour un Congolais solution, c'est possible. Parce que j'ai étudié quand même ma société en tant que journaliste. Chaque jour, j'ai fait que peindre ma société pour voir un peu là où on décrit des choses qui ne vont pas, qu'est-ce que nous devons faire pour que ça aille et avec qui. Nous savons, pendant longtemps, nous l'avons décrié, qu'en République démocratique du Congo, l'homme était relégué au second plan. Ce sont les matériels qui passent avant tout. C'est pourquoi on n'arrivait même pas à transformer les différentes potentialités que nous avons dans notre pays, dans le sous-sol et sur le sol, nous n'arrivons pas parce que c'est l'homme qui doit être mis en avant-plan pour transformer. Alors je me dis, il faut maintenant jouer avec l'homme. Il faut maintenant parler dans le mental de l'homme. Il faut dire à l'homme que tu es capable. Parce que j'ai constaté qu'on veut rendre les Congolais des éternels quémandeurs, ceux-là qui ont toujours la main tendue. C'est pourquoi vous voyez même au niveau de la jeunesse, ah mère, c'est seulement toi. Parce que quand il te parle comme ça, un jeune te parle comme ça, il s'attend à ce que tu lui donnes quelque chose en retour. Il n'a rien fait et on veut rendre la jeunesse paresseuse.
On a dit non, il faut qu'il y ait une révolution mentale. J'ai commencé par faire des réunions avec des jeunes filles. D'ailleurs, j'ai été formée dans l'ambassade de la Grande-Bretagne nous avait formés comme des champions, gender champions, pour montrer à la fille et aux garçons que vous êtes égaux. Et surtout sur le plan professionnel, nous avons fait des sensibilisations au niveau des familles, d'envoyer les filles à l'école. Parce que tant que les femmes constitueront une majorité, pour qu'il y ait équilibre, il faut que cette majorité-là soit instruite, éduquée, alphabétisée, pour que nous puissions avoir un équilibre en République démocratique du Congo. Parce que les femmes constituent la majorité. Nous avons fait ce travail-là en tant que gender champion sur le terrain. Nous avons changé les vies des jeunes filles qui ne pensaient qu'au sexe, qui ne pensaient à une vie facile. Aujourd'hui, il y a des filles qui sont devenues des chefs d'entreprise dans leur maison des coutures. Et j'en suis fière de participer à la vie de ces jeunes filles-là, à cette transformation radicale, parce qu'elles n'avaient pas confiance en soi. Alors aujourd'hui, dans le monde politique, nous avons vu que les grandes décisions se prennent dans ce monde-là. Nous devons être autour de la table pour influencer les choses. Tant que la femme ne se retrouvera pas là où se prennent les grandes décisions, ça sera difficile que les choses changent dans notre pays. Parce que cette catégorie-là est vraiment minimisée. Elle est reléguée au dernier plan. Et la femme doit être là où se prennent les grandes décisions pour influencer, pour que cette catégorie-là apporte sa pierre pour construire notre pays. Je ne parle pas de la reconstruction, je parle de la construction. Et la Bible nous dit, c'est à la femme qu'on a donné cette mission de bâtir. Et j'ai toujours dit aux mamans, j'ai toujours dit aux femmes, nous, notre maison que nous devons bâtir, c'est la République démocratique du Congo. Dieu nous a déjà donné cette mission de bâtir la maison. Alors, tu dois tout faire. En toi, quels sont les matériaux que tu as pour te permettre de bâtir? Quels sont les talents enfouis en toi? Si tu n'arrives pas, on aide les femmes à pouvoir s'auto-découvrir et surtout à s'auto-émanciper et à s'auto-autonomiser. Il y a de la matière, il y a vraiment de la matière. Mais j'ai vu une vidéo de toi récemment dans laquelle tu posais des actions humanitaires. Donc, quand on parle de toi, là, je vois que voilà, on est déjà sur 3 casquettes que tu prends. Mais comment est-ce que tu arrives à concilier ça? Et il y a humanitaire et humanitaire. Ouais. Il y a ces histoires où, voilà, on prend des vêtements, on donne. Ouais. On prend à manger, on donne. On prend des chocolats, des bonbons, on donne. Et après, on repart. Ouais. Et puis, le lendemain de l'année, d'après, on utilise encore la même chose pour se donner de la visibilité. Mais finalement, quelle est la différence entre toi et ces personnes-là? Comment est-ce que tu peux sensibiliser ces gens à aider nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, d'autant plus que toi-même tu es dans le terrain et tu es déjà dans ce mouvement? Oui, c'est vrai, hein, c'est pas mal quand on va auprès des opprimés, auprès des orphelins, faire toutes ces actions. C'est aussi, ça fait partie de l'amour du prochain. Et la Bible nous les recommande également parce que je suis chrétienne. Mais la différence avec moi, je me rappelle un travail que j'ai fait avec une fille qui est anémique, drépanocytaire. Elle est drépanocytaire, drépano total. Donc ça veut dire, cette fille-là, quand elle pique une de ces crises de la drépanocytose, vous croirez que demain, elle ne va pas arriver, elle va mourir. Mais quand je vais à Mabanga, dans notre clinique spécialisée, je vois cette fille-là. Chaque fois quand j'y allais pour donner quelque chose à ces enfants-là, parce qu'ils ont besoin de beaucoup plus de choses par rapport à nous qui sommes des gens normaux, je la rencontre. Un jour, je l'ai vue en train de faire des tresses. Je dis, tu fais des tresses comme ça? Des jolies tresses comme ça? Oui, maman, j'ai fait des tresses. Je dis non. Alors, si c'est comme ça, c'est que toi, tu t'ignores. En plus de ça, elle est abandonnée parce qu'elle fait beaucoup de crises. Elle a appauvri sa famille. La famille l'a abandonnée. Elle reste là-bas à Mabanga. Alors, je lui ai dit, tu dois te prendre en charge. Tu dois te prendre en charge comment? Je vais te prendre des contacts avec mes amis, les autres femmes. Si elles veulent faire des tresses, c'est auprès de toi. On va t'appeler pour que tu fasses
tu leur fasses des tresses. Et je l'ai fait dans une émission à la télé. Et il y a une femme qui a été touchée. Elle l'avait prise même avec son bébé, parce qu'il y a un gars qui est passé par là, qui l'a engrossé. Elle a mis au monde des jumeaux. Cette femme-là a pris ces jumeaux-là en charge. Et elle-même, à un moment donné, vraiment, elle se retrouvait dans ça. Je dis, tu dois développer ce côté-là entrepreneurial, parce que tu dois te prendre en charge toi-même. Tu as été abandonné, les enfants, tout ça. Donc, c'est là, il y a une autre touche. Quand nous allons même voir les orphelins, nous donnons quelque chose. J'ai retrouvé un orphelin. Pendant que je parlais avec lui, il parlait un bon français. J'étais étonnée, je dis, il parle un bon français. Oui, il habitait Belgique, sa famille est venue ici en vacances, on l'a abandonné ici. Et pourquoi on t'a abandonné? Bon, je crois que c'était une histoire de la sorcellerie, je ne sais pas. Mais j'ai dit à ce monsieur-là, nous allons tout faire. Si moi, je n'ai pas, il y a quelqu'un d'autre qui l'a. Je suis un canal. Le fait que je sois une femme des médias, je suis un canal par lequel beaucoup de gens peuvent passer pour faire rencontrer le besoin, l'offre et la demande. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis en train de faire des démarches pour ce garçon-là. Si on peut, il est dépaysé, il n'est pas dans son milieu parce que l'enfant n'est pas né ici. Mais les parents, pour cause des sorcelleries, ils sont venus, ils ont déposé l'enfant ici. Donc nous sommes en train de voir, nous apportons une autre touche en regardant non seulement le ventre de ceux-là auprès de qui nous allons déposer des choses, mais nous regardons aussi la tête, les cœurs, nous regardons à l'intérieur. Donc dans ça, on voit aussi cet aspect de la femme entrepreneur. Parce que tu vois, voilà, première casquette, deuxième casquette, troisième casquette, nous allons rentrer dans la casquette. On voit donc là la femme entrepreneur que tu es, puisque au-delà de ça, à travers ces jeunes filles et ce jeune garçon, tu as su déceler et faire ressortir le potentiel. Voilà. Donc, voilà. Toi-même, tu es une femme entrepreneur. Parce que peu que j'ai vu, tu es dans le business. Alors, parle-moi de ton business, mais par la suite, j'aimerais que tu m'expliques maintenant comment tu arrives à concilier ces 4 casquettes. D'accord. Mon business a commencé pendant que j'étudiais encore. Mon père n'arrivait plus à payer les frais académiques pour moi. Alors je me dis, bon, si bien qu'il y a des filles, hein, des amies étudiantes qui m'approchaient, bon, tu es quand même une belle fille, donc on peut aller quelque part, on peut un peu exhiber, il faut exhiber ta beauté, il faut mettre en exergue ta beauté. Donc il y avait des propositions qui allaient vraiment à l'encontre de ma foi. Alors, et même des valeurs morales, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Alors, il y avait quelqu'un à l'époque qui m'avait donné un peu d'argent. Je dis, je dois aller à Kingasani, là-bas. Donc, c'est là où on vend les safous. Les safous, je ne sais pas, les safous en français, c'est quoi? C'est les safous. Et j'ai acheté des tubercules, des maniocs. Et comme c'était prisé par des Quinois, hein, quand on met ça au feu, on brûle un peu, soit les maniocs, soit voilà, donc on prépare ça. C'était prisé, vraiment à cette époque-là, ça marchait bien. Et j'allais là-bas, étudiante, j'ai acheté, je mettais ma cuvette sur la tête, je vendais. Waouh. J'aimerais rebondir sur ce qu'elle vient de dire. Vous pouvez imaginer cette femme qui... On ne peut pas dire que tu étais zéro parce que tu avais déjà cet esprit d'entrepreneuriat, mais elle a bravé la honte, elle a bravé le regard des gens, et elle a eu ce courage de prendre ce seau, de le mettre sur sa tête et de se battre. Et aujourd'hui, quand on voit ce que tu es devenue, une femme entrepreneur assise derrière son bureau et l'ordinateur, je peux vous garantir qu'il est possible de commencer de zéro et devenir une héroïne. Il est possible. C'est pourquoi moi, mon slogan, possible ne manque pas. Parce que je dis, je prie un Dieu qui demeure dans les royaumes des possibilités. Le mot impossible n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Le mot hasard n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit même aux jeunes gens qui pensent que la chance peut te sourire comme ça. Je dis, Dieu, il est souverain, ça peut arriver, mais il faut travailler. Il faut travailler. J'ai dit aux jeunes de ne pas demeurer dans cette oisiveté qui les pousse à embrasser la délinquance juvénile et ils demeurent, ils restent là-dedans et leur avenir alors que
ce pays, cette nation, l'avenir de cette nation repose entre les mains des jeunes. J'aimerais rebondir sur ce que tu dis parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui voient l'Europe comme la destination finale. Wow. Donc, arriver en Europe, la vie va changer. Va changer. Alors que ici, il est possible de pouvoir devenir quelqu'un. Mais comment leur parler? Comment leur faire comprendre? Josette, quand tu sors à l'extérieur, tu peux aller chercher un travail, tout se fait par piston. Ouais. Tu peux avoir fini tes études et avoir ton doctorat, mais tu te retrouves à la maison à devoir aller faire être lavandier. Ouais. Bon, comment tu peux parler à ces jeunes qui ont l'impression que cette vie est seulement considérée et seulement accessible à une certaine classe? Ouais. Malheureusement, c'est ça. Les choses se sont faites de cette manière-là pour que la vie ne puisse sourire qu'à une certaine classe. Mais j'ai dit aux jeunes gens, aux jeunes filles, aux jeunes garçons que c'est possible de pouvoir briser cette glace-là. Parce que moi, je l'ai fait. Qu'est-ce que je fais avec les jeunes? Madame, j'ai déposé le diplôme d'état, j'ai écrit, j'ai fait la demande, surtout que... à l'époque, les choses ont changé, mais comment ça a changé maintenant? On formait les jeunes gens à pouvoir faire des demandes d'emploi, écrire des demandes d'emploi. Mais maintenant, j'avais vraiment dans mes émissions, quand je faisais des émissions culturelles, et surtout par rapport à l'enseignement, j'ai beaucoup milité pour que l'enseignement change dans notre pays, pour qu'on puisse former des gens qui puissent être des créateurs d'emplois. Et quand on les fait avec la classe moyenne. Alors tout ça, j'ai dit aux gens, voilà, vous n'avez pas, non, j'ai cherché, j'ai introduit des demandes, tout ça. Un jour, j'étais à Kisenso, j'ai parlé aux jeunes gens, j'ai dit aux jeunes gens, levons-nous. Ils se sont levés, j'ai dit, tournez-vous. Ils se sont retournés, ils ne savaient pas pourquoi je leur disais ça. J'ai vu, il y avait un terrain. Je dis, je vois ces terrains. Ici, à Kisenso, le sol est tellement fertile. On peut commencer par là, parce que moi, je suis aussi dans l'agro-pastoral, dans l'entrepreneuriat. J'ai des porcs, tout ça, la porcherie, je vends, tout ça, je me retrouve un peu. Je suis dans l'agriculture. J'ai fait les matembele, quand ça pousse, je vends tout ça. Je leur ai dit, ce qui ne va pas vous demander beaucoup d'efforts, parce que Dieu nous a donné une terre fertile, c'est ça là. Avant toute chose, réconciliez-vous avec la terre. Et la terre va commencer à vous donner quelque chose. Comment les autres voient notre pays avec beaucoup d'envie. J'étais à Tunis. Il y a un monsieur qui me suppliait pour qu'il puisse me prendre en mariage, pour qu'il vienne en RDC, parce qu'il a toujours rêvé de ça. J'étais célibataire. J'ai dit aux jeunes gens, moi j'ai voyagé avant que je me marie. On m'a demandé, Josette, reste en France. Ne reviens plus parce que tu n'as rien à faire ici, fais ta vie là-bas. Je dis, moi, je vais revenir. Pourquoi? Je dis, parce que je suis journaliste. Mais là-bas, j'ai dit, vous savez que moi, en tant que journaliste, je vais même prendre la main de Jacques Chirac. Parce que, en tant que journaliste, si je reviens dans mon pays, qu'étant ici, parce que je ne me vois pas ici. Alors, j'ai dit aux gens, c'est vrai, Dieu peut faire en sorte que peut-être ta vie se retrouve de l'autre côté. Mais tu as commencé d'abord par faire quoi? Je dis, ton pays est regardé avec envie. Commence toi-même à en être fier. Commence à te réconcilier avec le sol. J'ai toujours dit aux jeunes gens, la première des choses, c'est qui ne va pas demander d'effort, c'est la terre, l'agriculture. Et ça paye. Ceux-là qui s'y sont lancés, aujourd'hui, ils disent, maman Juliette, vous avez raison. Waouh, 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 il y a vraiment de la matière, il y a de l'expertise, il y a de l'expérience dans ce que nous venons d'entendre. Et nous arrivons à la fin de notre émission, mais j'aimerais que tu puisses donner un message. Un message à cette femme qui ne sait pas par où commencer. À cette message à cette femme qui a du potentiel, mais qui hésite encore. À cette jeune fille, à ce jeune garçon qui se dit, bah, on est au Congo, on ne va pas me laisser de chance, que voilà, je suis là, je traîne, alors que tout est possible. Tout est possible. Quel est ce message que tu peux leur apporter? La femme est une industrie de transformation. Si on arrive à transformer les petits grains qui est en nous, c'est facile de pouvoir transformer notre environnement par ce que nous sommes à l'intérieur. Tout se fait à l'intérieur de la femme. La transformation dont j'ai parlé tout à l'heure,
du bébé, de l'enfant, c'est fait à l'intérieur. Alors, la femme doit fouiller dans son intérieur. Si la femme fouille dans son intérieur, il va faire sortir. Parce que j'ai toujours dit à la femme, qu'est-ce qu'on dit de toi? Quand je parle avec des femmes, même avec des jeunes filles, des jeunes garçons, qu'est-ce qu'on dit de toi? Qu'est-ce que ton entourage pense de toi? Non, ils disent que, bon, comme il y a une femme qui m'a dit, on me dit que je commence une chose, j'arrive pas jusqu'à la fin. Je dis, vous commencez quand même, mais vous n'arrivez pas jusqu'à la fin. Oui, c'est ce qui me décourage. Je dis, c'est là qu'on doit aider cette femme-là, parce qu'elle commence quand même. Mais il y a une autre femme qui dit, moi je trouve que je suis inutile. Je dis non. Vous n'êtes pas inutile. Tout se passe dans le mental. C'est pourquoi moi, Dieu m'a fait grâce de travailler avec le mental des gens. Dieu m'a fait grâce, il m'arrive, je parle avec des gens, et le Seigneur me dit, dis-lui comme ça, c'est une grâce particulière. Mais il y a aussi des femmes là, la République démocratique du Congo, ces grands engins, ces grands avions, qui ne possèdent qu'une seule aile. L'autre aile, c'est nous les femmes. Pour que l'avion là puisse décoller. Cet avion est en train de faire le taxi à l'aéroport d'Ndjili. Il n'a pas encore décollé. Il attend c'est qu'on puisse lui ajouter l'autre aile. Ce sont les femmes dans tous les domaines. Il n'y a pas longtemps, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, nous avait reçu les femmes, chacune dans son domaine. Il voulait voir comment il pouvait travailler avec les femmes dans différents domaines. Et qu'est-ce qu'il nous avait dit? Vous les femmes, il faut posséder un secret. Je voudrais, moi en tant que président de la République, entrer dans ce secret-là parce que vous arrivez à faire le miracle. À une femme à qui le mari a laissé 10 000, 5 000 francs qui ne représentent plus rien aujourd'hui. Mais quand le mari arrive, il trouve de la nourriture à table. Ça veut dire que cette femme-là a dû faire le miracle. Alors le président de la République nous a dit, je voudrais entrer dans ce secret-là pour que je fasse aussi les miracles pour la République démocratique du Congo qui pendant longtemps a été dans les oubliettes. Je voudrais que la République démocratique du Congo revienne sur la scène politique internationale, mais je le ferai avec des femmes. Le secret, c'est vous les femmes qui le détenez. Nous détenons un secret, les femmes, parce que nous sommes capables de transformer. Il suffit seulement de s'asseoir, de se regarder dans les miroirs. Tu entends ce que les gens disent de toi. S'ils disent mal de toi, ne considère pas ce que les gens disent. Connais-toi toi-même. Cogito ergo sum. Tu dois apprendre à te connaître toi-même. Cet exercice-là, je le fais avec les femmes et les jeunes. Si tu ne te connais pas, ça sera difficile que tu puisses devenir quelqu'un, que tu puisses aider les autres, que tu puisses être utile. Tu dois te connaître. Alors, quand la femme se connaît, si en ce moment-là, elle commence à se découvrir, et il y aura, je leur dis, il y a une sorte de plaisir. Quand tu te découvres que tu es capable de faire ça, et après avoir fait ça, tu oses, tu échoues, tu vas. Vas-y jusqu'à ce que tu vas te relever. Le problème, ce n'est pas rester dans la position couchée. Le problème, si tu tombes, il ne faut pas t'allonger. Si tu tombes, fais un effort. Si tu n'arrives pas à te lever, quelqu'un passe, venez m'aider s'il vous plaît. Tu te relèves et tu verras que tous ces échecs-là, c'est une grande école, une grande université. J'ai échoué plusieurs fois dans ma vie. Mais si j'avais laissé, je ne serais pas la maman Josette d'aujourd'hui que je suis, où les grandes personnes, les grandes dames, les messieurs, tout ça, viennent aussi demander conseil parce que je ne suis pas une ressource humaine, je suis une personne ressource. Alors, toutes les femmes doivent apprendre à être des personnes ressources parce que des natures, nous le sommes déjà. Inculquer cette éducation-là à nos enfants, à nos garçons, à nos filles, parce que demain, l'avenir de l'Afrique repose sur la République démocratique du Congo. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Frantz Fanon. Quand il parle de la gâchette, c'est Frantz Fanon. Toutes les femmes congolaises, nous avons du pain sur la planche. La jeunesse congolaise, nous constituons une dividende. Ça veut dire un atout pour l'Afrique. Parce que c'est en Afrique où il y a l'énergie, il y a la force à cause de cette jeunesse. Que la jeunesse se réveille, que la jeunesse travaille. En tout cas, merci Josette. Je sors de là avec encore plus de niaque. Comme on dit, 7 fois tu vas tomber, tu finiras toujours par te relever. Ouais. Et nous avons là l'exemple même d'une femme leader, femme politique, femme humanitaire, femme entrepreneur qui a réussi à elle seule de concilier ses casquettes et à devenir une vraie... Et femme mariée. Ah oui.
femme mariée avec une famille. Voilà, donc Nous concilions. elle Nous arrivons à concilier. est complète. En tout cas, un grand merci à vous qui avez continué à nous suivre. Alors, si vous voulez rentrer en contact avec Josette pour pouvoir échanger et partager avec elle, vous trouverez son numéro qui va s'afficher juste en dessous. Et elle se fera un plaisir, sur secrétariat bien sûr, pourra prendre vos appels et programmer un entretien téléphonique ou un rendez-vous, pourquoi pas, mais elle est là, disponible pour vous. Je souhaite donc remercier notre sponsor officiel, Chica Corporation, Madame Gisèle Cattal. Merci de soutenir cette émission. Et nous voulons encore vous dire merci et à très bientôt. Nous sommes actuellement, comme je vous le disais, en République démocratique du Congo et je peux vous garantir qu'il y a des femmes qui osent. Il est possible de commencer de zéro et devenir une héroïne.